Une forte équipe togolaise avec une vingtaine d'acteurs impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique prend activement part aux travaux de la Conférence mondiale des Nations Unies sur le climat. Il s'agit de la 27e conférence des parties COP27 de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Elle s'est ouverte officiellement lundi 7 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il est question pour cette rencontre internationale sur le climat de discuter de l'essentiel. En d'autres termes, les travaux de la COP27 qui vont durer 2 semaines sont axés pour la plupart sur la mobilisation de ressources financières pour des actions de lutte contre les effets des changements climatiques, notamment les pertes et les dommages causés par le réchauffement climatique. Le Togo est l'un des pays signataires de l'accord de Paris, un traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015. Inscrit parmi les plus faibles pollueurs, le Togo, tout comme d'autres pays en voie de développement, est en mesure d'obtenir des dédommagements de la part des pays considérés comme des grands pollueurs en vue de faire face aux conséquences désastreuses du changement climatique. Le Togo mise essentiellement sur des actions d'atténuation et d'adaptation au phénomène. Sa priorité donc à cette grande rencontre est de réclamer, comme les autres pays du Sud, le financement climatique promis par les pays développés en raison de 100 milliards de dollars par an. Des vagues de chaleur, des inondations brusques, de la sécheresse prolongée, des incendies sont entre autres impacts dévastateurs du réchauffement climatique qui menace le monde entier ces derniers temps. Il urge donc de renforcer les actions de lutte pour la protection de l'environnement et pour le bien-être des populations de la planète. Plus de 40 000 personnes venues de 200 pays prennent part aux travaux de cette conférence du climat qui prend fin le 18 novembre prochain. À l'ouverture des travaux, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel, je cite, « L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. » Un discours alarmant qui interpelle. Une réduction à 45% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 est aussi exigée afin d'avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5%. L'harcèlement sexuel, c'est quand on oblige une fille à faire des choses sexuelles que la fille même ne préfère pas. Ça a des effets néfastes sur surtout la jeune fille. Mais souvent c'est nous-mêmes, nos habillements qui font que nous sommes harcelés par les profs. L'harcèlement, c'est comme une personne que les gens menacent. Il y a plusieurs types d'harcèlement. En plus que nous sommes en milieu scolaire, il y a les élèves qui s'harcèlent entre eux et les professeurs qui harcèlent les élèves aussi. Par exemple, le gars t'a dragué, tu as refusé, il t'harcèle tout le temps, il te menace. Des fois, ça entraîne des dépressions. Quand on harcèle une personne à l'école, il sera dérangé mentalement et il aura des troubles. L'élève ne va plus pouvoir terminer ses études. C'est la notion que ces élèves ont du harcèlement en milieu scolaire. Un phénomène caractérisé notamment par la répétition d'une violence, soit verbale, physique ou psychologique, commise à l'encontre d'un élève ou d'un membre de l'équipe éducative. Au Togo, tout comme sous d'autres cieux, le phénomène existe bel et bien. Certains responsables d'établissements scolaires, pour dissuader les auteurs de ces pratiques, ont pris des dispositions. C'est un phénomène formellement interdit par les tests qui régissent les écoles. Nous parlons beaucoup plus d'harcèlement sexuel. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, lorsque pour avoir un avantage auprès de quelqu'un, ça peut être même droit financier, et qu'on oblige la personne, c'est aussi un harcèlement. S'il arrive qu'un élève se plaint qu'un professeur la harcèle, on arrive à appeler l'élève, à lui parler, on appelle le professeur aussi. Mais si ça devient un cas récurrent, nous sommes dans une école privée, on renvoie simplement l'enseignant. Mais par contre, c'est les élèves qui harcèlent un enseignant. Là, on essaie de lui apaiser le cœur et lui faire savoir qu'elle est élève et que enseignant et élève, ça ne se colle pas.
Le harcèlement en milieu scolaire, lorsqu'il devient fréquent, peut avoir des conséquences tant sur la productivité de l'enseignant que sur les résultats de l'apprenant. Des élèves, entre eux, ils entretiennent des relations de ce genre. La fille qui n'est pas prédisposée à cela se sent mal à l'aise parce qu'il n'y a pas consentement. Et ceci a des impacts négatifs sur le rendement. Quand l'élève va voir son bourreau, elle ne serait pas à l'aise. D'abord pour suivre le cours, elle peut suivre le cours et ne rien retenir de tout ce que l'enseignant donne comme cours. Parce qu'il y a ce phénomène qui existe entre l'élève et l'enseignant. Et ceci, c'est un manque à gagner, non seulement pour l'élève lui-même, pour l'établissement et partant de là pour toute la nation. Pour certains éducateurs, l'avenir des élèves devait être une priorité. Les parents tout comme les enseignants, chacun a un rôle à jouer afin de protéger au mieux les élèves, surtout les jeunes filles. Le conseil que moi j'ai personnellement à donner à des collègues, le collègue peut avoir une certaine affection envers l'élève, mais il doit se retenir et savoir que on ne nous envoie pas les élèves pour faire de nos apprenants nos femmes. Et il doit se faire cette idée d'éducateur et évacuer cette pensée rapidement de sa tête. Aux élèves eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas envoyés ici pour se faire de la cour, mais on les a envoyés dans un endroit idéal pour se former et devenir cette relève de demain. D'abord pour les enseignants, je tiens à leur rappeler, à leur dire que après tout nous sommes des responsables. Nous devons jouir de notre responsabilité devant les enfants. Ce sont nos enfants. Ils sont très jeunes. Et parfois, par crise d'adolescence, ils vont te dire qu'ils t'aiment. Ou bien t'envoient même parfois des lettres, te harceler. Mais il faut faire attention, arriver à ramener l'enfant à la raison, raisonner l'enfant, l'aider à sortir de ce problème-là. En tant que responsable aussi, nous devons les aider à réussir mieux. Et aux parents surtout qui sont avec les enfants à la maison, de beaucoup parler à leurs enfants, d'être leur vrai ami. Il faut être vraiment un bon papa pour eux, pour qu'ils arrivent à te dire que monsieur, telle chose m'arrive dans l'école, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est conscient des conséquences du phénomène du harcèlement que le gouvernement togolais avait organisé un atelier de validation d'un avant-projet de loi relative à la protection des apprenants le 7 juin dernier avec la participation des responsables de l'éducation. Une manière de renforcer le code pénal et le code de l'enfance sur la loi de 1984. Il est 6h45 dans cet établissement public de la place. C'est l'heure du rassemblement pour la montée des couleurs. Le ton est ainsi donné. Après la montée du drapeau, place à l'exécution de l'hymne national, puis entrée des élèves dans les salles. La montée des couleurs est un exercice quotidien dans les établissements scolaires. Cependant, on note une certaine banalisation et négligence de ces séances au niveau de certains établissements scolaires. Constat fait par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'alphabétisation à travers la note circulaire en date du 8 octobre 2022. Le ministre Dodi Kokoroko révèle une complaisance notoire dans l'organisation de la montée des couleurs et a interpellé les chefs d'établissement à veiller au respect de la rigueur et de la discipline. Certains chefs d'établissement ont pris note et saluent cette décision de leur hiérarchie. Nous, à 7h05 déjà, nous sonnons. Comme l'école est grande, nous sonnons. Et les enfants prenaient un peu du temps pour se mettre en rang. Donc à 7h05, nous sonnons. Et à 7h20, au plus grand tard, ils sont prêts pour la montée des couleurs. Et on fait rentrer les élèves. Et juste après les avoir fait rentrer, le maître de semaine se charge, puisque le matin comme ça, quand ils viennent, il éparpille les paperasses dans la cour de l'établissement. Donc le maître de semaine retient sa classe pour ramasser, dit aux enfants, à ses enfants, à ses élèves, de ramasser les déchets
que les enfants ont laissées qui traînaient dans la cour. Donc les élèves les ramassent et la cour à un temps donné, à 5 minutes après, la cour est propre. Donc à 7h25 déjà, la cour est propre. Et eux aussi rentrent dans leur classe pour débuter effectivement les cours à 7h30 minutes. Ce qui est du collège, par exemple, nous faisons les rassemblements les lundis et les vendredis. La montée des couleurs, s'il y a des informations à donner, le séminaire ou bien les surveillants, le directeur passe pour donner l'information aux élèves. Le surveillant, lui, il est au niveau du portail. Déjà à 6h40, nous, on ferme la porte. Ceux qui sont en retard restent quelques minutes au dehors là-bas. Après 5 minutes, les surveillants passent pour les ouvrir et la punition à donner, il les dira après. Au primaire, la montée des couleurs est obligatoire tous les matins, 30 minutes avant le début des cours. Pour le secondaire, les chefs d'établissement doivent organiser 1 à 2 fois par semaine la montée des couleurs. Pour certains acteurs de l'éducation, ces rassemblements pour la montée des couleurs constituent des occasions pour sensibiliser les élèves sur le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. On profite pour montrer aux enfants les valeurs civiques. D'abord, le drapeau représente un emblème, c'est un emblème sacré du Togo. Ça représente notre pays, ça représente aussi la liberté de notre pays. C'est une valeur vraiment à respecter. Il y a certains, quand on monte le drapeau, ils essaient de bouger, danser, faire tout ça. Là, on leur montre comment cela doit se faire. Ils ont lutté pour obtenir ce drapeau. Il faudrait qu'on respecte vraiment ce drapeau qui représente notre nation. L'hymne national, tout ça, là, on essaie aussi de les aider, ceux qui ne savent pas chanter. Et ce que nous faisons, en les rappelant chaque fois à la raison d'être à l'heure à l'école, cela va leur permettre d'acquérir une bonne conduite pour demain. Et donc, nous les préparons pour être de bons citoyens pour l'avenir de notre pays. On tient à remercier le ministre, puisque l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Il nous a rappelé ce que nous connaissions déjà, donc pour permettre à ce que l'école et l'éducation togolaise aillent de l'avant. L'éducation civique dans les écoles participe aussi à faire des élèves des responsables de demain engagés pour le développement de la patrie. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu veux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de 2 parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes. D'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions de
études de marché qu'il faut faire, et ça c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement.